Nous sommes en septembre 1977. Tu joues sur l'une des premières consoles de jeux vidéo sorties en Amérique du Nord. Tu sors et tu vois tout le voisinage qui attend le lancement de Voyager 1. C'est une journée très ensoleillée, alors tu plisses un peu les yeux pour essayer de discerner ce qui se passe. Tu vis dans le quartier juste à côté de la station de lancement. Tu t'achètes à manger et tu regardes le Voyager décoller dans l'espace. Tu es tellement impressionné que tu décides de faire carrière à la NASA. 35 ans plus tard, tu es maintenant un haut fonctionnaire de la NASA, spécialisé dans la sonde Voyager 1. Nous sommes en 2012 et tu es assis dans la salle de contrôle avec tes collègues. Tout le monde regarde fixement son écran d'ordinateur en travaillant sur la sonde. Tu es assis en haut, surveillant tout et t'assurant que les systèmes sont en ordre. Ce jour est spécial car Voyager 1 est sur le point de sortir de l'héliosphère, qui est un mot scientifique pour désigner l'enveloppe extérieure de notre système solaire. C'est une bulle d'espace affectée par le vent solaire qui provient de notre astre. En 2021, la sonde s'est éloignée de 22,5 milliards de kilomètres de la Terre, ce qui équivaut à 153 unités astronomiques. Une unité astronomique est la distance entre le Soleil et la Terre. À l'origine, l'engin devait passer par Uranus, Saturne et Jupiter, et se projeter d'une planète à l'autre grâce à leur force gravitationnelle. Tout le monde attend impatiemment qu'ils sortent de l'héliosphère. 3, 2, 1, et il est officiellement sorti. Tous les systèmes fonctionnent correctement. Tu félicites ton équipe d'avoir fait un excellent travail. Avec Voyager 1 qui est allé si loin, il y a encore des tonnes d'endroits à explorer dans l'espace. Tu étais autrefois un jeune adulte qui regardait le lancement du vaisseau à l'extérieur de ton quartier et maintenant, tu es le principal responsable des opérations. 9 ans plus tard. Depuis que Voyager 1 a quitté l'héliosphère, tu le surveilles de temps en temps pour t'assurer que tous les systèmes et fonctions soient en ordre. Il a renvoyé des mesures du milieu interstellaire. Il s'agit de la zone située entre les étoiles de notre galaxie, composée de matériaux ionisés, c'est-à-dire plus simplement de molécules ou de substances. Le milieu interstellaire est un état de plasma chargé électriquement, ou plasma ionisé, et il est très instable. C'est comme passer d'un orage fort à une petite pluie calme en quelques secondes. Le plasma là-haut est différent du plasma sur Terre, dans le sens où il est difficile à filtrer. Il y a environ 1 atome par centimètre cube dans le milieu interstellaire. L'air que nous respirons sur Terre contient des milliards d'atomes. En mesurant le plasma dans le milieu interstellaire, nous pouvons mieux comprendre le comportement et la structure des produits chimiques et des gaz. Il est possible que l'oxygène que nous respirons sur Terre soit différent de celui de l'espace interstellaire. L'une de tes principales tâches est d'en apprendre davantage sur la façon dont le vent solaire et le milieu interstellaire interagissent entre eux pour créer l'héliosphère. Après avoir effectué des vérifications de routine et d'autres travaux d'entretien sur Voyager 1 depuis la salle de contrôle, tu remarques quelque chose d'étrange à l'écran. Tu es assis devant l'ordinateur, tu tritures les chiffres des vibrations du plasma et tu les convertis en un fichier audio d'environ 3 kHz. Tu cliques dessus et tu écoutes un bourdonnement subtil et étrange. Ton équipe et toi êtes surpris que ces vibrations se soient produites à une si petite fréquence. Étant donné que l'espace est massif, cela pourrait signifier la présence de vie sur d'autres planètes. Tous les autres membres de la station se précipitent dans la salle de contrôle pour écouter ce son venu de l'espace. Il est monotone et faible, mais il provient sans aucun doute de l'extérieur de l'héliosphère. Tu vérifies les chiffres encore et encore pour t'assurer qu'il ne s'agisse pas d'une coïncidence. Mais c'est bien réel. Tu t'assures que ton équipe ne révèle rien à personne de l'extérieur avant que tout ne soit clairement déterminé. Tu passes en mode bourreau de travail et tu essaies de capter le son à nouveau. Et il est encore là. Tu n'arrives pas à dormir car tu réfléchis à ce qui pourrait produire ce bourdonnement. Quelques jours passent et le son est assez constant. S'il y avait une vie là-bas qui essayait de communiquer avec toi, alors elle aurait sûrement dit quelque chose qui puisse être déchiffré. Tu analyses à nouveau les fichiers audio en essayant de voir s'il s'agit d'une langue phonétique que tu ne connais pas. Tu fais appel à une linguiste pour voir si elle peut en tirer quelque chose. Ton équipe et toi vous rassemblez autour d'elle, attendant impatiemment des réponses. Au bout d'un moment, elle pense qu'il y a peut-être quelqu'un là-bas qui communique avec nous. Mais la seule façon de le savoir est de leur renvoyer quelque chose. Tu organises une réunion avec ton équipe
et tu essaies de trouver quel message vous pourriez envoyer. Après avoir beaucoup réfléchi et bu beaucoup de café, tu décides de leur envoyer la phrase suivante « Qui êtes-vous » Tu envoies le signal par l'intermédiaire de Voyager 1 et tu attends tout changement dans le bourdonnement. Mais tu ne reçois rien dans l'immédiat. Cela peut prendre un certain temps avant d'avoir une réponse. Tu attends toute la nuit et toujours rien. Tu commences à croire qu'il n'y a rien là-bas. Pendant les 2 jours suivants, tu continues d'envoyer des phrases à la recherche d'une réaction à capter. Comme l'espace est un vide, les ondes sonores ne peuvent pas s'y déplacer. Donc envoyer des messages vocaux sur un haut-parleur géant ne fonctionnerait pas. Tu localises la source du bourdonnement et la vises quand tu envoies le fichier audio. Chaque jour, tu envoies quelque chose de différent. Malgré tout, tu n'as aucune nouvelle d'eux pendant une semaine. Il semble que la vie intelligente dans un monde lointain ne soit pas réelle. Les zones situées entre les systèmes stellaires d'une galaxie ne sont pas nécessairement un vide complet. C'est là que se trouve le milieu interstellaire. Il contient des gaz, de la poussière et des rayons cosmiques qui sont des particules d'énergie. Après de nombreux mois d'enregistrement de ce bourdonnement constant, tu essaies toujours de comprendre ce qui se passe. Tu es assis là, te rappelant le moment où la sonde Voyager a été lancée pour la première fois. Tu te souviens avoir couru dehors après avoir joué à tes jeux vidéo. Tu ne pouvais pas voir correctement à cause du soleil et... Tu te fiches sur place et tu as un éclair de génie. Tu consultes tes notes prises dans le passé. La réponse était sous tes yeux pendant tout ce temps. De temps en temps, le Soleil envoie une explosion d'énergie qui fait vibrer le plasma de l'espace interstellaire. Les scientifiques peuvent mesurer la fréquence des ondes lorsque le plasma vibre pour montrer à quel point elles sont proches les unes des autres. Et le jour où le bourdonnement a été émis, il y avait des fréquences irrégulières provenant du Soleil. Donc ce bourdonnement pourrait être le plasma vibrant de façon bizarre à cause des éruptions solaires. Mais ces vibrations à basse fréquence durent plus longtemps que ces sauts et ces pics rapides. Elles sont aussi plus faibles. Tu refais les tests et tu découvres que ce ne sont pas des formes de vie intelligentes qui essaient de te parler. Ce sont les petites vibrations causées par les éruptions solaires. Tu informes ton équipe de cette percée et tout le monde fait la fête. Mais après tous ces tests et toutes ces recherches, tu ne sais toujours pas pourquoi le plasma du milieu interstellaire vibre de cette façon. Ces réponses devront attendre. 2027. Cela fait 50 ans que Voyager 1 a été lancé. Tu as maintenant un âge avancé et tu viens de prendre ta retraite de la NASA. Tu as créé de nombreuses bourses d'études à ton nom et des programmes pour les jeunes qui veulent en savoir plus sur l'espace et la science. Tu retournes une fois de plus dans la salle de contrôle où tu pensais avoir découvert une vie intelligente sur un monde lointain. Puis tu te souviens de tous les bons moments que tu as passés. Tu dis au revoir à tout cela en sachant que ce sont les derniers moments de Voyager. La sonde a été conçue pour durer jusqu'à 50 ans. Après cela, elle ne sera plus qu'un objet flottant dans l'immensité de l'espace. C'est déjà surprenant de savoir que c'est l'objet humain le plus éloigné de nous sur Terre. Mais il est temps de laisser d'autres personnes prendre ta place. Tu éteins les lumières et tu fermes la porte. La sonde Voyager émet un dernier bip avant le silence éternel. Personne ne t'entendra crier dans l'espace, ou quelque chose comme ça. Nous avons tous entendu cette phrase qui fait froid dans le dos. Et c'est vrai, l'espace est en grande partie constitué d'un gigantesque néant. Il y a beaucoup d'espace dans l'espace. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas de bruit. En fait, il y en a beaucoup. Et certains d'entre eux pourraient même te faire frissonner. Nous allons nous pencher sur les sons les plus effrayants de l'espace. Tout d'abord, comment les bruits cosmiques sont-ils enregistrés ? Le son n'est que la vibration de molécules. Lorsque tu cries, les molécules se poussent furieusement les unes les autres jusqu'à ce qu'elles atteignent l'oreille de la personne en face de toi. Ces vibrations sont alors transmises au cerveau et nous les reconnaissons comme quelque chose dont il nous faut parfois nous excuser. Pour entendre quelque chose, nous avons donc besoin des molécules. Et c'est là que ça se complique. Il n'y en a pas dans l'espace. L'univers est presque entièrement constitué de vide. Oui, de vide absolu. Cependant, les magiciens de la NASA parviennent tout de même à enregistrer les sons de l'espace. Comment font-ils ? Eh bien, il existe certains types d'ondes qui n'ont rien à voir avec les molécules. Nous, les gens ordinaires, ne pouvons pas les percevoir sans certains appareils. Parmi ces ondes, il y a par exemple les ondes radio. Nous avons besoin d'une radio ou d'un appareil de ce type pour les reconnaître. Et c'est exactement ce que font les satellites de la NASA. Ils captent des ondes radio. Grâce à eux, nous pouvons connaître le bruit que font les corps cosmiques.
Ces satellites enregistrent une multitude d'ondes, la fluctuation des plasmas, les champs magnétiques et d'autres choses. Les scientifiques de la NASA transforment ensuite tout cela en pistes sonores ordinaires. Et certaines de ces choses font un bruit assez effrayant, c'est le moins que l'on puisse dire. Prenons par exemple notre champ magnétique. Il entoure notre planète comme un bouclier invisible, nous protégeant de toutes sortes de nuisances comme les radiations ou les vents solaires. Nous ne pouvons ni le voir, ni le sentir, mais aujourd'hui nous pouvons l'entendre. Des chercheurs de l'Université technique du Danemark ont recueilli des ondes magnétiques enregistrées par le satellite Swarm de l'ESA. Ils les ont ensuite converties en pistes audio et ont obtenu un résultat assez effrayant. En vérité, ça ressemble plutôt au bruit d'une effroyable créature nocturne. Et si tu as en tête la carte du champ magnétique terrestre, tu auras l'impression qu'une araignée rôde dans les parages. Brrr! Et ce n'est pas le seul son étrange que nous avons capté sur Terre. Récemment, nous avons capté un autre signal radio en provenance de l'espace. Les scientifiques ont découvert qu'il provenait d'un endroit très éloigné, à des milliards d'années-lumière de nous. Ces salves ne durent généralement pas plus de quelques millisecondes, mais celle-ci était exceptionnelle. Elle a duré environ 3 secondes, soit des milliers de fois plus longtemps que d'habitude. En même temps, le signal était très précis, à tel point que les scientifiques l'ont même comparé à un battement de cœur. Les scientifiques pensent que ce signal est causé par des pulsars ou des étoiles à neutrons. Autrefois, Nikola Tesla a capté quelque chose de similaire. Malheureusement, à l'époque, on ne connaissait pas les pulsars. Tesla était donc persuadé d'avoir capté le message de créatures extraterrestres. Mais la vérité s'est avérée beaucoup moins fascinante. Passons maintenant de la Terre à la Lune. En 1969, les astronautes de la mission Apollo 10, la navette qui a effectué le dernier vol d'essai vers la Lune, ont survolé sa surface. Ils ont alors capté d'étranges signaux provenant de la face cachée de notre satellite. Nous ne voyons jamais cette face car la Lune est en état de verrouillage gravitationnel. Le son était si étrange que les astronautes ne savaient pas s'ils devaient le signaler à la NASA. Ils craignaient de ne pas être pris au sérieux, voire de ne pas être autorisés à participer aux prochaines missions spatiales. Voici à quoi cela ressemblait. Selon la NASA, il ne s'agit pas du tout d'une étrange musique extraterrestre. Il s'agit peut-être simplement d'ondes radio qui se sont modifiées les unes les autres en raison de leur proximité. Mais les astronautes qui l'ont entendu pour la première fois ont quand même eu un peu peur. Et qu'en est-il des autres planètes ? Il y a 40 ans, des scientifiques ont exploré la surface de Vénus. Ils y ont envoyé une dizaine de sondes pour y enregistrer des sons et des images. Nous savons maintenant quel genre de bruit émet Vénus, qui pourrait facilement nous détruire si nous nous en approchions. On ne s'attendait pas à autre chose de la part de la planète la plus dangereuse du système solaire. Hélas, Vénus est encore plus toxique que les trolls qui sévissent sur Twitter. Et ces sondes n'ont pas fait long feu. Elles sont rapidement tombées en panne après leur arrivée. Ensuite, nous avons Jupiter. Ce géant de l'espace, qui est 11 fois plus grand que la Terre, est absolument terrifiant. Une des sondes de la NASA, Juno, tourne autour de Jupiter toutes les quelques semaines. Elle se déplace à une vitesse phénoménale, à 209 214 km/h. Un jour, Juno a enregistré l'un des signaux invisibles les plus puissants qu'elle ait jamais rencontrés. Les violents vents solaires venaient d'entrer en conflit avec le champ magnétique de Jupiter. Cela fit un énorme boom cosmique. Le son original a duré 2 heures, mais il a été réduit à quelques secondes. En fait, cela ressemble assez au bruit d'une vague qui se brise sur un rocher. Mais rien de cela n'est comparable à l'horreur venue de l'une des petites lunes de Jupiter, Ganymède. En 2021, la sonde spatiale Galileo l'a survolée. Au cours de son vol, elle a capté quelque chose d'assez étrange. Ces bruits sont des radiations de satellites. On dirait un peu le bruit d'une jungle ou celui de milliers de chauves-souris qui attendent de te surprendre en pleine nuit. Passons maintenant à Saturne. Ce signal a été capté par la station interplanétaire automatique Cassini-Huygens, lancée dans l'espace en 1997. En passant devant Saturne, Cassini a enregistré un son assez effrayant. Ces cris tout droit sortis de l'enfer ne sont que de simples ondes radio.
Et ce n'est pas très différent de ce qu'émettent les aurores boréales sur Terre. Un peu plus tard, Cassini a capté un autre signal, le bruit des éclairs et des orages sur Saturne. Ces sons sont assez intéressants. On dirait un peu des pop-corns qui éclatent ou un compteur Geiger, n'est-ce pas? Mais c'est simplement parce que ces éclairs sont extrêmement rapides. Nous allons maintenant sortir du système solaire. La célèbre sonde Voyager 1 a été lancée en 1977 et continue de nous envoyer des données 40 ans après son décollage. En 2012, elle a quitté le système solaire pour entrer dans l'espace interstellaire. C'est alors que Voyager 1 a enregistré des ondes de plasma. L'enregistrement original a duré 7 mois. Mais les scientifiques ont eu pitié de nous et l'ont réduite à 12 secondes. Ce n'est pas vraiment sinistre, mais ce n'est pas très rassurant non plus. Et bien qu'il semble que rien ne puisse surpasser les horreurs de Saturne, nous allons maintenant examiner l'un des objets les plus effrayants de l'univers, un trou noir. Ce son a été enregistré par le télescope spatial Chandra. En étudiant un amas de galaxies dans la constellation de Persée, on a découvert quelque chose d'étrange. Des mouvements ondulatoires au centre de l'amas. Ils s'étendent dans toutes les directions comme des cercles sur l'eau. Les scientifiques ont déclaré que ce phénomène était dû à un trou noir supermassif. Or, les trous noirs ne dévorent pas toujours entièrement les objets spatiaux. Parfois, ils les recrachent. Cela entraîne des vibrations gazeuses que l'on peut convertir en bandes sonores. Ce qui est intéressant, c'est que l'oscillation de chacune de ces ondes dure environ 10 millions d'années. Cet enregistrement est donc très accéléré. Les scientifiques ont réduit le délai entre les oscillations environ 144 quadrillions de fois. Et voilà ce que ça donne. C'est probablement le son le plus sinistre de notre liste. Il n'est ni très puissant ni très violent. Il a plutôt quelque chose de sombre et d'inquiétant. Voici donc les sons spatiaux les plus effrayants captés par la NASA. Comme je l'ai dit, la plupart d'entre eux ne sont que des ondes radio. Mais il est toujours amusant de se faire peur de temps en temps. Tu t'es déjà demandé ce que cela ferait d'entendre le son d'un trou noir? La NASA a pensé à toi. Ceci est un trou noir qui hurle. Hurler dans l'espace? Je pensais que dans l'espace, personne ne pouvait entendre crier. Eh bien, laisse-moi t'expliquer un peu. En utilisant un télescope, la NASA a examiné les mouvements des gaz chauds dans un amas de galaxies en 2002. Puis, ils ont converti ce qu'ils ont trouvé en un son. Le bruit, comment le dire gentiment, n'était pas exactement agréable, mais ce n'est pas grave. Après tout, pouvoir entendre le bruit que produit un gaz chaud dans un amas de galaxies situé à 250 millions d'années-lumière, c'est déjà assez dingue en soi, non? Eh, tu aimerais entendre le bruit que produit le gaz ici sur Terre? Non, ok, laisse tomber. Les ondes sonores existaient déjà dans l'amas de gaz. Les experts les ont donc tout simplement adaptées à l'échelle de notre capacité auditive. Ils ont ainsi traduit les données provenant du télescope. Le principe est universel. Dans notre atmosphère, nous pouvons entendre les choses parce que les ondes de pression se déplacent dans un milieu comme un liquide ou un gaz. Les ondes sonores dans ces galaxies peuvent également se déplacer puisqu'elles sont entourées de gaz. Quel est le rapport avec les trous noirs? Eh bien, la chose qui déclenche ces ondes de pression dans l'amas est un trou noir géant. Pour être plus précis, il s'agit d'un trou noir supermassif qui pèse des millions de fois plus que le Soleil. Les experts ne comprennent pas encore parfaitement la relation entre les trous noirs supermassifs et les amas de galaxies qui les entourent. Ils savent seulement que les deux évoluent ensemble. Ils sont interindépendants. Le cluster nourrit le trou noir avec de nouveaux matériaux, etc. Et en retour, le trou noir chauffe le cluster. C'est tout ce que nous savons pour le moment. Je me suis alors demandé quelle était la taille des plus gros trous noirs. Il existe 4 types de trous noirs: stellaires, intermédiaires, supermassifs et miniatures. Naturellement, les plus grands entrent dans la catégorie des supermassifs. Le plus grand trou noir de l'univers que nous avons découvert jusqu'à présent est d'environ 66 milliards de fois plus grand que le Soleil. C'est l'un des objets les plus brillants de l'univers. Les astronomes continuent de scruter l'espace et de trouver de nouveaux trous noirs. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé quand le premier trou noir a été repéré? Il a été découvert par plusieurs chercheurs simultanément en 1971. Les scientifiques ont d'abord établi que ces objets étaient formés à partir des restes d'étoiles massives. Après l'apparition d'un trou noir, celui-ci avalait tous les objets alentour. Voici un bref résumé du fonctionnement de ces objets spatiaux. Leur force gravitationnelle est très élevée. Rien ne peut s'échapper d'un trou noir après avoir traversé l'horizon des événements. Les trous noirs mangent tout.
Exactement comme moi en fait. Je veux dire, même la lumière est piégée à l'intérieur. Ce qui est encore plus cool, effrayant, c'est que les lois du temps et de l'espace y sont déformées. Si tu tombais dans un trou noir, tu te rendrais compte que le temps y ralentit. Einstein l'explique dans sa célèbre théorie de la relativité générale. En termes très simples, le temps est affecté par la vitesse à laquelle tu te déplaces à des vitesses extrêmes. La NASA a découvert un trou noir en pleine expansion. Mais n'aie pas peur, le monde n'est pas en danger. Ce trou noir était sous les yeux des astronomes depuis le début. Il se trouve dans une région du ciel parfaitement observée et connue. Les astronomes affirment que ce trou s'est formé 750 millions d'années après le Big Bang. Tu sais, la naissance de notre univers. Alors, pourquoi les trous noirs sont-ils si brillants ? Eh bien, c'est un peu paradoxal. Lorsque j'ai décrit ce phénomène spatial, j'ai dit que les trous noirs étaient si denses que même la lumière y était piégée dedans. Mais si on demande à n'importe quel astrophysicien, il confirmera que les trous noirs figurent parmi les objets les plus brillants de l'espace. C'est parce que les trous noirs n'existent pas tout seuls. Ils se trouvent au centre des galaxies et sont généralement entourés de nuages de gaz chaud. Et ce sont ces nuages qui créent ces auras cosmiques autour des trous noirs. Je dois cependant préciser que l'on ne peut pas voir directement un trou noir. Ce que l'on voit, ce sont en fait les effets qu'il produit sur son environnement. Par exemple, on peut voir des objets spatiaux être déchiquetés par un trou noir. Tu te souviens qu'en 2019, l'image de la silhouette d'un trou noir a été dévoilée au public pour la toute première fois ? C'est bien une preuve, les amis. Tu ne verrais pas vraiment le trou noir s'il n'y avait pas d'anneau orange. Pourquoi l'anneau est-il orange et non vert ou violet ? Le cercle sombre à l'intérieur est l'ombre du trou noir. L'orange vif de l'anneau brillant sur l'image n'est pas la vraie teinte du gaz. Cela me brise le cœur de te dire ça, mais il le faut. Il s'agit d'une représentation choisie par les chercheurs pour dépeindre la luminosité des émissions. Un scientifique a expliqué que le jaune est l'émission la plus intense, le rouge est moins intense et le noir a peu ou pas d'émission du tout. Dans le domaine optique, cet anneau semblerait probablement blanc, peut-être teinté de bleu ou de rouge. Bon, la spaghettification est un vrai mot. C'est une capacité étonnante qu'ont les trous noirs. Si une girafe tombait dans un trou noir, elle s'étirerait en un long spaghetti. On parle donc aussi d'effet de nouille. Sur Terre, les jambes d'une girafe sont plus proches du centre de la Terre. Elles sont donc plus puissamment attirées par la surface que la tête de l'animal. Cette règle joue en faveur de l'animal sur Terre, mais jouerait en sa défaveur à l'intérieur d'un trou noir. Dans un trou noir, il y a une gravité extrême. Plus les pattes de la girafe se rapprochent du centre du trou noir, plus la gravité les étire. Et plus la gravité se rapproche du centre, plus ses pattes bougent rapidement. Mais la partie supérieure du corps de la girafe étant plus éloignée, elle ne se rapprocherait pas du centre aussi vite que ses pattes. Et voilà la spaghettification. Je pourrais avoir des boulettes de viande avec, non ? La seule différence entre un trou noir et notre Soleil est que le centre du trou est constitué d'un matériau super dense. Cela fournit au trou noir un puissant champ gravitationnel qui peut tout piéger, y compris la lumière. C'est pourquoi nous ne voyons pas les trous noirs. Savais-tu que théoriquement, on peut transformer n'importe quoi en trou noir ? Par exemple, si tu réduisais le Soleil à environ 6 km de diamètre, tu comprimerais la matière à l'intérieur à une taille extrêmement petite. Cela la rendrait si dense que notre étoile se transformerait en un trou noir. On pourrait faire la même chose avec une planète, ou même avec son propre corps. Est-ce qu'il existe une chose appelée trou blanc, ou est-ce juste une légende ? Oui, en théorie, les trous blancs existent. Hypothétiquement, ils fonctionnent à l'inverse des trous noirs. Rien ne peut y pénétrer. Les physiciens considèrent les trous noirs et les trous blancs comme le yin et le yang, ou les deux faces d'une même pièce. Pour eux, si rien ne peut s'échapper d'un trou noir, rien ne peut pénétrer dans un trou blanc. Mais l'existence des trous blancs n'a pas encore été prouvée. Et les trous de verre ? Le cinéma regorge de films sur les trous de noir et les trous de verre. Combien d'entre eux sont basés sur la réalité et combien relèvent de la pure fiction ? Certaines personnes pensent que les trous noirs fonctionnent comme des trous de verre. On y entre et on en sort dans une autre partie de l'univers. Comme il nous reste encore beaucoup à apprendre et à découvrir en physique, personne ne peut prouver que cette théorie soit fausse ou vraie. Selon l'astrophysique, nous devons disposer d'une théorie solide qui unifie la relativité générale et la mécanique quantique. Les trous noirs font partie des plus grandes structures de l'univers, mais il pourrait exister de minuscules spécimens. La masse du plus petit trou noir que nous connaissons est seulement 3 fois plus grande que celle de notre Soleil. Apparemment, les trous noirs peuvent aussi disparaître. Stephen Hawking a développé sa propre théorie du rayonnement.
Selon cette théorie, le rayonnement diminue la masse et l'énergie de rotation des trous noirs. Et finalement, ils s'évaporent. Ce processus se produit toutefois très lentement, si nous ne parlons pas de petits trous noirs. Les astronomes ont découvert un trou noir furtif dans la galaxie voisine. Ce qui rend celui-ci spécial est le fait qu'il s'agit du premier trou noir stellaire inactif en dehors de notre galaxie. Ce type de trou noir est difficile à observer car il n'interagit pas beaucoup avec son environnement. Ils n'émettent pas autant de radiation que les autres trous noirs. Revenons ici sur Terre. Qu'en est-il des trous d'effondrement? Eh bien, la logique est différente. Pourtant, si tu traverses l'horizon des événements, toute ta voiture peut disparaître. Oups!